Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Alexis Besdeberck, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous recevons Erfan Arwani, CEO et cofondateur de Biomemory. Biomemory, c'est une start-up française qui travaille sur le stockage de données informatiques et multimédia dans de l'ADN. Bonjour Erfan, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, ça va bien. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et nous parler de ton parcours ? Oui, alors j'ai 45 ans, j'ai grandi en Alsace, mes parents voulaient que je sois médecin, donc j'ai fait ingénieur. J'ai ensuite poursuivi dans une école de commerce. J'ai fait un stage de fin d'études aux États-Unis, ce qui m'a durablement marqué parce que je travaillais pour une grosse start-up qui s'est revendue par la suite à SAP. Je suis rentré, j'ai travaillé dans le monde bancaire, j'étais exclusivement en salle des marchés. J'ai travaillé avec quelques grands noms qui ont défrayé la chronique lors des tumultes des précédentes années. Et je m'apprêtais à rejoindre les rangs des traders. J'ai passé mes certificats à Londres. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. En fait, j'ai commencé à comprendre tardivement que je n'étais pas fait pour ça et que j'avais besoin d'opérer un peu plus ma vie. Et quoi de mieux qu'entreprendre ? Et donc, c'est la startup qui m'est tombée dessus. Pour contextualiser, en termes de stockage de données, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors sur la planète, en 2010, on a généré 3 zettabytes de données. Donc on voit qu'on parle de milliards de disques durs. En 2020, c'était déjà 60. Et en 2025, on sera à 180. Ça augmente de manière exponentielle. Les data centers, aujourd'hui, c'est déjà en empreinte carbone plus que l'aviation civile. Donc il ne faut pas voyager, mais peut-être il faudrait changer notre manière de voir les data centers. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne aujourd'hui le stockage de données ? Alors, stockage de données, donc, c'est des supports, ce qu'on connaît tous, c'est les disques durs qu'on a dans les ordinateurs. On a aussi des SSD, qui sont des puces mémoire. Et puis on a toute une série de médias qui vont permettre le backup et l'archivage long terme. On appelle ça plutôt du cold storage. C'est les bandes magnétiques, c'est les Blu-ray qu'on utilise chez Facebook. Et on va choisir en fonction de combien de temps on veut garder notre donnée et quand on veut y avoir accès à quelle fréquence. Ok. Et donc tous ces outils-là, ça va être des données numériques stockées, principalement en binaire, à base de 1 et de 0. Comment on va passer de cette donnée-là à un stockage sur de l'ADN ? Oui, alors c'est intéressant de dire que le stockage se fait de manière numérique avec des 0 et des 1, donc du binaire, puisqu'il n'y a pas si longtemps, on ne le faisait pas. On était sur du stockage principalement analogique. Et ça fait que quelques années qu'on a vraiment réussi à imposer le stockage numérique. Donc c'est arrivé peut-être dans les années 90 à dépasser ne serait-ce que 50% du stockage mondial. Et donc aujourd'hui, effectivement, nous, chez Biomemory, on cherche à stocker des données sur ADN. Donc l'ADN, c'est quoi ? C'est une molécule qui est constituée principalement de 4 bases, A, T, G et C. Et donc on peut parler de quaternaire en fait, au lieu de binaire. C'est-à-dire qu'on a 4 possibilités au lieu de 2. Et donc il y a de multiples manières d'encoder du binaire vers le quaternaire. Et nous, on a choisi, pour le moment, une solution qui est plutôt facile, c'est que 2 des bases vont toujours coder 0 et les 2 autres, toujours 1. Et alors, quel est l'intérêt de stocker le data dans de l'ADN par rapport à un disque dur classique ? Alors, l'intérêt, il est multiple. Alors, je voudrais déjà partir des problèmes qu'on rencontre avec les disques durs et l'ensemble des médias de stockage. La première problématique, c'est que tous ces supports sont ultra fragiles. C'est-à-dire qu'on a tous eu un disque dur, une clé USB qui, du jour au lendemain, n'a plus fonctionné. On a toujours eu un CD, un DVD où on essayait de relire une donnée, ça ne marchait plus. En fait, ce qu'on oublie souvent de nous dire, c'est que tous ces supports ont une durée de vie limitée. Alors même en data center, on utilise du matériel professionnel. On estime que la durée de vie du matériel est entre 3 et 7 ans. Ça signifie que je vais changer tous mes disques durs, éventuellement, tous les 3 ans, alors que c'est du matériel professionnel. Donc, le premier avantage de l'ADN, c'est que c'est ultra solide. On a un temps de demi-vie supérieur à 50 000 ans. Ce qui fait que si je le conserve correctement, je peux garder mes données de manière sécurisée pendant près d'1 million d'années. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'annonce comme ça, c'est la nature qui nous le dit. On retrouve régulièrement de l'ADN d'êtres vivants et on arrive à le décoder entièrement, alors que ça a peut-être été stocké dans le permafrost pendant 1 million d'années. Alors, un autre avantage de l'ADN,
qui fait face aux désavantages des supports actuels, c'est que ça prend de la place. En fait, si je m'amusais aujourd'hui à prendre toutes les données du monde et je les mettais sur Blu-ray, je pourrais faire, en empilant les Blu-ray, plusieurs fois la distance de la Terre à la Lune. Donc on imagine ce que représente le stockage sur Terre. L'ADN permet d'avoir une densité de 1 à 10 millions de fois plus forte que les meilleures mémoires d'aujourd'hui. Si je devais mettre toutes ces données dont on parle dans un volume, on peut considérer que tout pourrait tenir de manière physiquement acceptable, avec de la redondance, donc, dans une boîte à chaussures. Donc on sent vraiment la différence. Et puis il y a un troisième avantage, et je pense qu'il est très important aujourd'hui, à l'heure où on veut baisser les émissions carbone, on veut faire attention aux terres rares, on veut protéger notre écosystème. Les supports de stockage, oui, il faut les remplacer, ça coûte à chaque fois de l'argent et une consommation d'énergie qui est très importante. L'ADN, une fois que j'ai mes données dessus, je ne remplace plus mon support. Je ne refais pas l'ADN, je n'ai pas besoin. C'est stocké pour 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans. Et en prenant quelques précautions, c'est plutôt 1 million d'années. Et je n'ai pas besoin, comme on le voit aujourd'hui dans les data centers, de refroidir pour tomber à 19 degrés ou de contrôler mon humidité avec l'hygrométrie. Donc tout ça, c'est des économies d'énergie qui sont exceptionnellement importantes. Et c'est vraiment là que réside le principal avantage de l'ADN. Ok. Et du coup, au niveau techno, où est-ce qu'on en est et quelles sont les limites ? Aujourd'hui, la principale problématique, c'est que ça coûte très très cher. Synthétiser de l'ADN, c'est exceptionnellement cher. On parle de 5 à 7 centimes par base. On peut imaginer les milliers de dollars par méga. On est très, très, très loin des tarifs pratiqués dans les data centers pour stocker de la donnée sur glacier ou autre. L'autre problème, c'est qu'on est très très lent. On peut parler de plusieurs jours pour stocker 1 Tera. Pour l'instant, ce n'est pas admissible dans l'industrie. Pour donner un exemple, sur un SSD ou sur un disque dur classique, on prend combien de temps à stocker 1 Tera ? Alors, si je parle du meilleur des SSD aujourd'hui disponibles, ça monte à 5 gigas par seconde. Mais l'objectif du stockage sur ADN, ce n'est pas du tout de remplacer le SSD, c'est d'aller plutôt sur l'archivage, qui est un marché déjà exceptionnellement grand. D'accord. Pour revenir sur l'histoire de Biomemory, est-ce que tu peux nous parler de la genèse du projet et sur quelle recherche vous avez fondé l'entreprise ? Alors, Biomemory, c'est finalement une rencontre entre Stéphane, Pierre, qui sont des biologistes moléculaires spécialisés en biologie de synthèse, et moi, qui suis un informaticien. J'ai été mis en relation par des anciens de Google, parce qu'on m'a dit, voilà, il y a des chercheurs qui ont trouvé un truc extraordinaire, et on pense que tu es une personne qui pourrait les accompagner pour mettre sur le marché leur technologie. Alors, bien entendu, comme tout ingénieur que je suis, je me suis dit, des chercheurs, je ne sais pas à quelle vitesse ils travaillent, je ne sais pas comment ils vont me présenter l'histoire, mais bon, je suis ouvert, je vais y aller, on verra bien. Puis j'ai commencé à discuter avec eux, et je me suis retrouvé en face de véritables tueurs de la biologie. C'est-à-dire qu'ils sont super forts, ils vont très vite, c'est des gros bosseurs. On n'imagine pas, je suis dans les locaux à Sorbonne avec des milliers de chercheurs, et ces gens-là, c'est des bosseurs de folie. Ils sont tout le temps là. On s'imagine parfois à tort qu'en France, les chercheurs sont un peu tranquilles. Moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai observé. Et donc, on commence à discuter, et ma manière à moi d'aborder les choses, c'est toujours de se mettre en situation sans imaginer trop les choses. Et donc, on a workshopé pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, on a constaté que, leur technologie pouvait vraiment être utile au monde de l'informatique dont je viens. Et 2, et c'était le plus important pour moi, humainement, ça allait bien, nos objectifs pouvaient s'aligner. D'accord. Et alors justement, cette technologie dont ils t'ont parlé à ce moment-là, qu'est-ce que c'était ? Quelle a été peut-être ta première impression par rapport à cette techno que tu découvrais ? Au début, je me suis dit, ok, ça a l'air très sympa comme technologie, mais j'ai l'impression qu'on n'y sera pas avant 50 ans. Puis après, ils m'ont expliqué quel était leur domaine d'activité. Ils m'ont parlé de biologie de synthèse. Alors moi, je n'avais aucune idée de ce qu'était la biologie de synthèse. Donc, on leur demandait un peu d'explications. J'ai compris que c'était un peu le regroupement de 3 choses. De la biologie moléculaire, donc celle qui s'intéresse aux interactions des molécules dans le monde vivant. C'est aussi la biologie des systèmes, où on va prendre des systèmes du vivant et s'y intéresser de manière mécanique, un peu comme une machine chez un ingénieur.
et puis l'engineering. Donc tout ça ensemble, c'est la biologie de synthèse. Et donc finalement, ça sert à quoi la biologie de synthèse ? Ça sert principalement à créer des fonctions biologiques améliorées ou en inventer d'autres. Vous allez me dire, non, mais c'est quoi, c'est du transhumanisme ? Non, pas du tout en fait. Ça sert à faire des choses bien concrètes, bien réelles et qui nous sauvent la vie. Alors, je vais donner quelques exemples. Éviter de tuer des canards et des oies et faire du foie gras de synthèse, que j'ai pu goûter d'ailleurs. Avec Gourmet. Gourmet, exactement. On avait reçu l'année dernière dans le podcast. Et j'étais impressionné du résultat, vraiment. Moi qui fais du foie gras une fois par an, je pense que je ne vais plus en faire. Mais c'est aussi faire des bioplastiques, c'est faire du ciment, fabriquer du ciment sans utiliser la débauche d'énergie qu'on utilise actuellement. Et il y a tout un pan de la biologie de synthèse qui s'intéresse à l'informatique. Et donc, dans cette partie-là, nous nous intéressons au stockage. Et après, naturellement, j'ai regardé quel était le niveau d'avancement dans le domaine. Et j'ai déjà constaté qu'on avait des équipements de lecture de l'ADN qui étaient ultra performants. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a eu des programmes depuis la fin des années 90 qui ont visé à accélérer la lecture du génome. Et puis, avec les temps qu'on vit, on a besoin de séquencer toujours plus rapidement. Et puis, dans le domaine de l'informatique, on a des gros besoins en termes de stockage et on n'arrive pas à surmonter ces besoins. Donc, assez naturellement, c'est à l'ADN que beaucoup de monde a pensé. Les fabricants de stockage y pensent sérieusement et on discute avec eux. Et donc, on sait vraiment complètement fabriquer de l'ADN et mettre des données numériques dessus et relire. Et maintenant, ce qui reste à faire, ça va être de diminuer le prix et d'augmenter les débits. Et en fait, mes cofondateurs ont fabriqué une technologie qui permet ces deux choses. D'aller beaucoup plus vite et qui permet de diviser les prix par 1000. Et notre objectif, c'est d'arriver d'ici, alors on est une deep tech, donc on a des objectifs à long terme évidemment, mais à 2030 à $1 du Tera. Et on est en mesure de pouvoir le faire. Ce n'est pas juste un objectif qu'on se fixe et en se disant on verra bien comment on va faire. Non, on a un plan très clair qui exprime par des faits techniques tout ce qu'il faut faire pour y arriver. D'accord. Et donc, cette prouesse technologique, ça passe par de la biologie, ça part du hardware ? Alors, j'ai conscience que ça paraît un petit peu nébuleux. Donc, on a développé une techno qu'on a nommée DNA Drive en référence au disque dur. Et le DNA Drive utilise des principes issus de la biologie pour pouvoir éditer et copier facilement. En fait, le stockage, c'est avant tout de la copie. Et jusqu'à présent, on n'avait pas de solution pour faire de l'ADN neutre qui porte des données numériques. Et donc, c'est ce qu'on a inventé. Et aujourd'hui, on est effectivement capable de mettre des données numériques sur des molécules d'ADN qui peuvent se répliquer, des chromosomes ou des plasmides. Et donc, on va utiliser les plasmides pour porter des données numériques. Et ensuite, on va utiliser ces mêmes plasmides pour faire du clonage, donc de la copie. Et on peut obtenir des milliards de copies pour le prix d'un grain de sucre. Donc rien. D'accord, et donc vous allez être capable d'éditer aussi tout cet ADN si on modifie des données ? Oui, c'est certainement la question qu'on pose le plus souvent. Comment ça se passe l'édition ? Alors, comme on a organisé l'ADN sur un schéma proche du disque dur, c'est-à-dire avec ses clusters et ses blocs, on est capable d'adresser directement des portions d'ADN et de pouvoir faire les modifications importantes. Mais en fait, j'aimerais attirer ton attention sur un sujet, c'est que, étant donné que ça ne prend pas de place, en fait, l'ADN, et c'est plutôt facile à synthétiser avec notre techno, on peut parler de disque dur illimité, sur lequel, finalement, l'édition aurait peut-être un intérêt moindre par rapport à continuellement ajouter de nouvelles données quand on veut les modifier. Ce qui fait qu'on aurait un versionning illimité de tous les dépôts. Et par exemple, on pourrait stocker GitHub entièrement sans jamais oublier la moindre ligne de code du passé. C'est assez impressionnant. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes ? Vous avez déjà fait des premières copies, des premiers prototypes ? Oui, alors on avance beaucoup, ce qu'on a déjà fait l'année dernière. C'est une preuve de concept qui a été de stocker la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne sur ADN. Et ça a tellement impressionné les archives nationales qu'elles ont décidé de stocker nos capsules contenant de l'ADN. Alors pour aller un peu plus loin, j'ai parlé de capsules. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'une fois qu'on a notre ADN qui baigne dans un liquide, on va lyophiliser tout ça, on va enlever l'eau.
Et on va mettre ça sur une plaque de verre qu'on va mettre dans une capsule en métal sous atmosphère contrôlée. C'est la façon ultime aujourd'hui de stocker de l'ADN. Tant qu'à faire l'exercice, on l'a fait vraiment jusqu'au bout. D'accord. Est-ce que c'est fragile l'ADN ? Est-ce que ça nécessite des moyens de conservation qui doivent être optimales et très, très régulés ? Ou au contraire, c'est quelque chose qui est assez simple, qu'on sait bien faire aujourd'hui ? En termes de conservation elle-même, c'est très très solide, pas de problème. Hein. On a tous entendu ou lu qu'il y avait des enquêteurs sur les scènes de meurtre qui, des années plus tard, étaient capables de recueillir de l'ADN. C'est parce que l'ADN, c'est ultra solide. Si maintenant, je stocke mon ADN dans des conditions optimales, on dépasse l'échelle de l'humanité. On est sur des millions d'années, littéralement. Ça veut dire que je pourrais envoyer une sonde dans l'espace, partir très loin, et puis un jour, peut-être, des petits hommes bleus ou verts découvrir ce que c'est que l'humanité avec l'ensemble de ce qu'on aurait stocké sur l'ADN. D'accord. Et c'est quoi les prochaines étapes de développement pour Biomemory ? Donc les prochaines étapes de développement, en particulier technique, on a une techno qui peut être prise en charge par des machines issues de l'industrie pharmaceutique et l'industrie médicale. Donc ces machines qui sont relativement chères, ce qui va nous permettre de diminuer les quantités de réactifs par plusieurs ordres de grandeur, en fait, ce qui permet donc de diminuer les prix. On fait aussi de la recherche dans le domaine enzymatique pour pouvoir améliorer les technologies d'assemblage. Et puis, on regarde aussi comment recycler tous les réactifs. En fait, finalement, ça revient à résumer tout ça en deux choses. On miniaturise et on parallélise. Et notre objectif, donc, c'est d'atteindre ce dollar par Tera, où là, en l'occurrence, économiquement, ça sera viable pour les data centers. Impressionnant. Et donc, cette technologie, est-ce qu'on peut l'apparenter un peu à de l'impression 3D d'ADN ? Alors, c'est intéressant le parallèle avec le Linkjet, l'impression, parce qu'effectivement, si on veut des mélanges qui sont très petits, on va utiliser des processus de Linkjet pour envoyer des volumes type du nanolitre, voire du picolitre. Mais on n'est pas les seuls à aller dans cette direction, évidemment. C'est la direction ultime pour tous les acteurs du domaine. D'accord. À présent, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton expérience. Est-ce qu'il y a des erreurs sur lesquelles aujourd'hui tu avertis et tu fais très attention ? Alors, donc moi, je suis pas primo-entrepreneur. Hein, c'est déjà ma 4e start-up. J'ai fait beaucoup de bêtises, hein, surtout avec la première. J'ai vraiment mangé du sable. En regardant en arrière, il y avait tellement de choses à corriger. Mais ce que j'ai appris, qui est le plus important, c'est vraiment de pouvoir construire la vision de la société. Et alors, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de vision en se disant, bon, c'est un mot qu'il faut employer, c'est super. C'est pas qu'un passage obligé, en fait. C'est juste ce qui fait qu'une société peut fonctionner ou juste pas du tout, alors qu'il y a les mêmes personnes à bord et le même produit en développement. Chaque décision est régie par cette vision. Et moi, personnellement, avant de rejoindre cette équipe, j'ai des objectifs perso. Je me suis mis un jour sur un coin de table, après mon premier échec. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, en fait ? C'est quoi tes objectifs ? Et j'ai écrit mes 10 objectifs. Je les ai véritablement écrits sur un morceau de papier. Et il m'a fallu plusieurs jours pour les écrire. Je rencontre souvent des gens qui me disent, oui, mais moi, je connais mes objectifs. Je dis, très bien, est-ce que tu es capable, maintenant, là, tout de suite, de les écrire sur un morceau de papier ? Et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était capable, de but en blanc, d'écrire ses objectifs. Ben moi, j'ai passé les premiers mois avec mes cofondateurs à expliquer ça. J'ai conscience que c'est pas un discours super simple à entendre, mais je pense qu'il est sain de l'aborder à de multiples reprises pour bien vérifier qu'on est tous alignés. Si dans mes objectifs, il y a, je sais pas, vivre en Asie, je suis pas très sûr que ça soit tout à fait compatible avec entreprendre en France ou aux États-Unis. C'est sûr. Donc c'est quand même des choses à comprendre dès le départ. Et est-ce que tu vois des différences majeures entre le secteur du numérique dans lequel tu étais et celui de la deep tech que tu as maintenant intégré ? Dans le numérique, en fait, tout se fait à 6 mois. On a tel milestone, 6 mois après, on a tant de clients. Et là, on parle de biotech. Et donc, on est sur des cycles de 5-10 ans minimum. Et encore, nous, on ne fait pas de médical du tout. Eux, ils sont 15-20 ans, facile.
Et ça, pour moi, ça a été une adaptation forcée un peu délicate. J'ai dû beaucoup prendre sur moi pour comprendre. Et maintenant que j'ai compris, effectivement, ça change ma vision du développement d'une société. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un écosystème dans le DNA Data Storage qui est français et du coup, est-ce que vous collaborez aussi avec d'autres entreprises ou alors des labos? Alors, je crois qu'il y a un écosystème de biologie de synthèse, et puis on a un écosystème de chercheurs. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'écosystème français du DNA Data Storage. En fait, c'est un peu trop nouveau, il y a trop peu d'acteurs. C'est plutôt via l'alliance DNA Data Storage montée par des Américains, où là on se retrouve tous. Et donc nous, ça nous permet de réfléchir à tous les use cases et de comprendre les volumes de marché auxquels on peut s'attendre. Il y a encore trop de choses à créer en fait. Ok. On a l'habitude dans The Gardener de finir par une citation de la part de notre invité. Est-ce que tu en aurais une en tête? Alors moi je suis à l'origine pas très citation. Mais il y en a une qui me trotte dans la tête en fait depuis plusieurs semaines. Je lisais un article sur un physicien qui s'appelle Richard Feynman. Et ce physicien en physique quantique a dit un jour « Ce que je ne peux créer, je ne peux le comprendre ». Et en fait, ça évoque beaucoup de bonnes choses chez moi. Parce que je suis ingénieur, donc j'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin de démonter les objets. Et puis, quand je vais attaquer un sujet que je ne connais pas, même si je le fais mal, j'ai tendance à faire d'abord moi-même quelque chose, au moins une maquette. Je pars de rien, je fais un petit truc, pour ensuite le confier à un expert pour que vraiment il l'améliore, il l'optimise. Et je pense que c'est vraiment comme ça que j'appréhende l'entrepreneuriat et en général ma vie de tous les jours. Super. Merci beaucoup Erfan de nous avoir éclairé sur cette techno. C'était un plaisir de te recevoir dans The Gardener. Merci Alexis. Si cette techno vous intéresse, vous pouvez aller sur biomemory-labs.com ou suivre Erfan Arwani sur LinkedIn. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Alexis Besdeberg. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact@carotte.capital. À bientôt!